Grenoble, 156 000 habitants, première grande ville remportée par les écologistes en 2014. Bonjour, Laurence Ruffin, je me présente aux élections municipales. Je ne sais pas si vous savez, en mars on vote pour un nouveau maire. Voici celle sur qui le maire sortant, Éric Piolle, a misé pour prendre la relève. On nous l'a pas mal remonté et puis c'est quelque chose qu'on porte, d'aller plus loin sur la question du bio dans les cantines. Grenobloise d'adoption, Laurence Ruffin s'est lancée dans la course à la mairie sans aucune expérience politique. Elle mise plutôt sur ses compétences d'ancienne chef d'entreprise pour que ce bastion historiquement à gauche le reste 6 ans de plus. Il y a une évolution globale de droitisation de la société qu'on retrouve partout. On a la chance à Grenoble d'avoir une ville avec un fourmillement associatif, culturel, une forme de résistance et une envie de faire ensemble qui se retrouve encore aujourd'hui au quotidien et dans les différentes élections passées. Annoncée en tête pour le premier tour des élections, Laurence Ruffin compte déjà de nombreux fans, à commencer par son grand frère, François Ruffin. Vous lui avez donné des conseils pour la campagne ? Absolument aucun, c'est ma sœur qui me donne beaucoup de conseils. D'accord. À un mois des élections, Laurence Ruffin souhaite se démarquer de l'image critiquée du maire sortant. On porte un nouveau projet, une liste qui ce soir va être présentée, qui est renouvelée à 75%. Plein de personnes nouvelles engagées dans la société civile, dans le monde associatif. Donc je pense que ça représente aux yeux des Grenobloises et Grenoblois un vrai renouveau, un vrai souffle. Si elle a le soutien de la majorité de la gauche, 2 candidats font sécession, notamment Alain Brunon, investi par la France Insoumise. Ça va ? Ça va, merci. Pour lui, l'alliance avec les socialistes n'est pas tolérable. Il faut voir qu'il y a un retour en arrière parce qu'en 2014, le parti de gauche avec les écologistes ont gagné la ville par une rupture avec le Parti socialiste. Et aujourd'hui, Laurence Ruffin, comme acte premier qu'elle pose, c'est de prendre dans ses bagages le Parti socialiste. Donc elle est en rupture historique avec ce qui a permis la victoire à Grenoble. Les sondages le placent 3e à 10% d'intention de vote. Mais Alain Brunon n'en démord pas. L'alliance des gauches doit se faire en sa faveur. On est en tête aux élections présidentielles dans cette ville, aux élections législatives, aux élections européennes. Par conséquent, il y a une force indéniable. Et donc j'appelle Laurence Ruffin, le soir du 15 mars, quand on sera devant elle, bien évidemment, à rejoindre la dynamique insoumise et à faire en sorte de participer à cette politique de rupture. Cette division pourrait faire le jeu de la droite et de son candidat bien connu des habitants. Bonjour. Bonjour. Ça va? Merci. Ça baigne? Très bien, merci. Alain Carignon, maire de Grenoble de 1983 à 1995, veut retrouver l'hôtel de ville avec la sécurité au cœur de sa campagne. J'appelle moi tous les Grenoblois qui veulent changer la direction et l'orientation de la ville, qui veulent retrouver la sécurité, la propreté, l'attractivité. Je les appelle à se retrouver avec le collectif Réconcilier Grenoble. Condamné à 5 ans de prison pour corruption et abus de biens sociaux dans les années 90, sa nouvelle candidature divise les électeurs. C'est un vrai scandale. C'est terrible, il n'a pas de colonne vertébrale cet homme-là. Une fois qu'on a purgé sa peine, eh bien on repart à zéro. Malgré son passé judiciaire, Alain Carignon se place 2e des intentions de vote et tente de jouer des coudes avec Laurence Ruffin. C'est moins un débat droite-gauche qu'un débat continuité-changement. Laurence Ruffin, c'est la continuité d'Éric Piolle, peut-être en pire. Et nous incarnons ce changement dont Grenoble a besoin. Le ralliement surprise du candidat soutenu par la majorité présidentielle à sa liste pourrait renforcer Alain Carignon, de quoi accentuer encore un peu plus la pression sur la gauche grenobloise. Et on va en parler avec vous, Arnaud Benedetti, bonjour, merci d'être là, directeur de la Nouvelle République, Lou Fritel. Non, Nouvelle Revue Politique. De la Nouvelle Revue Politique, oh là là, n'importe quoi je dis. Lou Fritel, journaliste politique à Paris Match, va nous rejoindre dans quelques instants. On va évidemment parler de la candidature de Bruno Retailleau. Mais d'abord, Arnaud, on voudrait avoir votre analyse sur Grenoble et plus largement sur ces villes détenues aujourd'hui par les écologistes. Grenoble, c'est le fief historique, c'est la première ville gagnée par les écolos, c'était en 2014. Il y a eu une vague qu'on a appelée une vague écologiste en 2020. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la vague va refluer lors de ces municipales 2026 ? On va voir. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, quand on regarde un certain nombre d'intentions de vote dans des villes qui ont été gagnées justement à l'époque et qui sont un peu symboliques de cette vague verte dont vous parlez, c'est-à-dire autant Lyon par exemple que Strasbourg, on voit qu'aujourd'hui, dans les intentions de vote, les candidats sortants, les maires verts, sont en difficulté. Il faut rappeler quand même que cette élection 2020
2020 municipale était une élection, on l'a peut-être oublié, mais qui s'est quand même produite dans des conditions tout à fait exceptionnelles, puisque c'était en pleine crise sanitaire, et il y avait eu quand même une mobilisation électorale beaucoup plus faible que lors des élections municipales précédentes, ce qui a pu aussi expliquer d'une certaine manière la victoire, pas seulement d'un certain nombre de Verts dans des municipalités de taille importante comme Grenoble, enfin Grenoble c'était avant, mais Lyon ou Strasbourg, voire Bordeaux. On verra quel sera le comportement électoral et la mobilisation électorale dans quelques semaines, dans un mois maintenant. Par ailleurs, ce qu'on regarde quand même, quand on voit les enjeux prioritaires, si vous voulez, quand on demande aux Français quelles sont leurs priorités pour ces élections municipales, très clairement, on voit que, par exemple, la priorité environnementale, qui était un peu plus forte, manifestement, en 2020, aujourd'hui, manifestement, n'est même pas dans le top 5 des grandes priorités. Ce sont plutôt des enjeux sécuritaires, très nationaux, d'ailleurs, au demeurant, qui, aujourd'hui, semblent primer, ce qui peut expliquer, en effet, éventuellement, un reflux du vote vert lors des prochaines municipales. Mais est-ce que les écologistes peuvent être une force pivot à gauche pour ce scrutin, ou est-ce qu'au contraire, ces municipales, elles vont finalement être l'illustration d'un parti qui manque de clarté politique, qui ne sait pas finalement où se situer entre le PS et la France Insoumise? Le vrai sujet pour la gauche dans ces élections municipales, ça va être LFI, plus que les Verts, en l'occurrence. Quelle va être la stratégie de LFI, notamment dans les seconds tours? C'est ça le plus important. Les Verts, en effet, ont aujourd'hui à essayer de défendre un bilan avec des sortants dans un certain nombre de grandes municipalités. La question pour eux, c'est de savoir s'ils vont conserver ou pas ces municipalités. Ça semble plutôt mal parti à Lyon, c'est pas évident à Strasbourg. Ça semble un peu plus évident, encore il faut être très prudent à ce stade du côté de Bordeaux. En plus, les maires verts n'ont pas tous eu les mêmes stratégies. Vous voyez bien que par exemple, le maire de Bordeaux sur la question de sécurité a une stratégie très différente du maire de Grenoble. Il a fait preuve, disons, d'un pragmatisme que le maire de Grenoble n'a manifestement pas exprimé dans sa politique en matière de sécurité. Donc on verra, mais bon, à Grenoble c'est un peu différent. À Grenoble il y a une succession et on voit déjà que Madame Ruffin essaye quand même, si ce n'est de prendre ses distances, mais de se différencier du sortant. Lou Fritel nous a rejoint. Bonjour Lou. Bonjour. Merci d'être là, journaliste politique à Paris Match en charge du suivi des droites. On va parler avec vous de la déclaration de candidature de Bruno Retailleau. C'était hier, le patron des LR qui se lance donc dans la course à l'Elysée. Les temps forts de cette déclaration avec Jérôme Ravier. En retrait depuis sa sortie du gouvernement Lecornu, le patron des Républicains Bruno Retailleau sort de l'ombre et se lance sans surprise dans la course à l'élection présidentielle. À 14 mois de l'échéance, il est désormais officiellement candidat et mis sur la sobriété. Je ne veux pas être président de la République par obsession du pouvoir, mais par sens du devoir. Je ne chercherai pas à séduire à tout prix, et encore moins au prix de mes convictions. Immigration, sécurité, justice et revalorisation du travail, les thèmes portés sont ceux attendus. Mais c'est sur la méthode que Bruno Retailleau promet d'agir différemment avec plusieurs référendums. Aujourd'hui, malheureusement, ça n'est pas le peuple qui gouverne. Trop souvent, ce sont des juges qui nous imposent leurs décisions. Et moi, je pense que pour remettre de l'ordre dans le pays, il ne suffira pas de voter des lois. Il faudra avant, précisément, changer la Constitution pour dire au peuple français, c'est vous qui allez pouvoir vous prononcer sur la question de l'immigration, sur la justice, pour durcir les sanctions. Reste à savoir s'il sera le seul candidat de son camp, alors que Xavier Bertrand, David Lisnard, Laurent Wauquiez ou d'autres ont annoncé ou préparent leur candidature. Le parti, dirigé par Bruno Retailleau, doit présenter son mode de désignation après les élections municipales de mars. Lou Fritel, Bruno Retailleau qui a donc choisi de se lancer dans la course à la présidentielle. On est à un mois des municipales. Est-ce que ce calendrier est surprenant ?
Ce calendrier, en tout cas, a été étudié, ça a été considéré comme la moins mauvaise des solutions. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, parce que nous, quand on parlait avec ces équipes en novembre, décembre, nous était dit qu'il devait encore réfléchir et surtout convaincre sa femme à Noël, de voir s'il pouvait... Bah oui, c'est quand même une question importante, la famille, sur ce genre de décision. Bah oui. Donc savoir s'il y avait un accord pour qu'il y aille, et ensuite se déclarer en janvier, qui semblait la fenêtre de tir la plus appropriée pour éviter justement de percuter ce scrutin. Mais il y a eu un problème qui s'appelle les primaires, parce que comme vous l'avez rappelé, quand il s'agit de... Il y a aussi David Lisnard ou Laurent Wauquiez qui se présentent, qui demandent des primaires. Et pendant cette période-là, post-fête, c'était l'actualité qui dominait. Et donc l'enjeu pour Bruno Retailleau, c'était de s'extraire de cette actualité-là. Sauf que du coup, il lui restait seulement février-mars. Donc est-ce que ça voulait dire reporter après scrutin et prendre le risque de subir l'embouteillage de candidatures? Vous l'avez bien rappelé dans votre reportage. On va sans doute avoir aussi Gabriel Attal qui va se déclarer. On va en parler, évidemment. On va en discuter. Ouais. Donc, il a été considéré que c'était le meilleur moment. Les élus que j'ai pu avoir au téléphone étaient, eux, assez furieux. Notamment, moi, j'ai eu une tête de liste qui m'a quand même dit qu'il voulait rendre sa carte. Après. Parce que il a l'impression qu'il les soutienne pas au municipal, qu'il la joue perso. Il s'est senti, il trouve que c'est déloyal. Oui, en fait, il faut bien avoir une chose en tête, c'est que ce scrutin, qui est un scrutin très personnalisé, implique aussi beaucoup de candidats qui se présentent sous l'étiquette d'hiver droite ou d'hiver gauche. Donc, justement, un refus de l'étiquette, et il n'y a pas que avec LR. Mais c'est vrai que LR, malgré ce regain qu'ils ont eu au gouvernement avec Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, Michel Barnier, Premier ministre, eh bien, il y a à nouveau l'idée que ce parti s'est démonétisé. C'est vrai que c'est pas une super période pour eux, en plus avec le budget qui leur est reproché aussi sur le terrain. Donc c'est d'avoir le chef de son parti qui se présente à la présidentielle au moment où vous essayez de décoller votre étiquette et votre personne dans la tête des électeurs, c'est pas forcément très bien perçu, non. Ouais, sur le calendrier, Arnaud, et surtout, est-ce que ça veut dire qu'en cas d'échec des LR au municipal, de perte de ville, ça va saboter la candidature de Bruno Retailleau à la présidentielle? Sur le calendrier, Lou a tout dit. C'est vrai que c'est un calendrier qui est un peu compliqué et qui percute l'élection municipale. Après, essayons de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il essaye vraisemblablement de faire? C'est d'imprimer sa marque en prenant de l'élan et en s'inscrivant dans la distance et dans la durée pour finalement réussir à imposer son offre politique dans un univers qui est à la fois très restreint, quand même en zone de chalandise électorale, celui de LR, ou en tout cas de la droite dite de gouvernement, mais où il y a manifestement une pléthore, c'est le moins qu'on puisse dire, de candidats potentiels. On a cité David Lisnard, on a cité M. Bertrand, il y en aura peut-être d'autres, sans compter qu'il y a les candidatures macronistes du bloc central qui viennent aussi quelque part pour une partie, disons, concurrencer cette zone de chalandise. Donc tout ça est très compliqué. Mais le fond du problème, LR, c'est imaginer qu'ils avaient repris un peu de souffle après 2024, suite à la nomination d'un Premier ministre issu de leur rang, suite à l'entrée au gouvernement d'un certain nombre de personnalités politiques issues de leur rang, dont Bruno Retailleau. La vérité, c'est qu'ils n'ont jamais résolu le problème qui est le leur depuis 2017. C'est-à-dire qu'ils sont pris en étau entre, d'un côté, un bloc macroniste qui a réussi à ramener, d'ailleurs après l'élection présidentielle, d'abord une partie de leur cadre, puis une partie de leur électorat, alors pas partout, mais dans un certain nombre de territoires. Je pense par exemple à l'Ouest parisien, qui est quand même de ce point de vue-là assez intéressant. Et puis ils sont pris en étau de l'autre côté par le Rassemblement national qui aujourd'hui occupe une grande partie de l'espace politique et de l'espace électoral qui était celui des LR. Quand même, le Rassemblement national a certes pris... en fonction des territoires, d'ailleurs, parfois récupéré, mais il y a déjà plus longtemps, une partie de l'électorat qui pouvait voter communiste, par exemple, dans le Nord. Mais ils ont surtout récupéré une grande partie de l'électorat de LR, aujourd'hui, qui vote pour eux. Donc, comment on se positionne, c'est extrêmement compliqué. Et surtout, ensuite, comment on incarne, quelle est l'incarnation. Et finalement, toutes les incarnations de LR, depuis 2017... ont échoué les unes après les autres. Qu'il s'agisse de M. Wauquiez quand il a pris la tête de LR, qu'il s'agisse
s'agisse de M. Bertrand, qu'il s'agisse de Mme Pécresse aux élections présidentielles, qui quand même fait moins de 4%, ce qui est un score historiquement bas pour le LR. Ciotti, d'une certaine façon. De M. Ciotti, mais M. Ciotti a fait, je veux dire, un pas de côté, si je puis dire, qui aujourd'hui le positionne dans un autre monde ailleurs. Et puis aujourd'hui, M. Retailleau, qui quand même... Alors, il faut le créditer d'une sincérité, Bruno Retailleau. D'ailleurs, Bruno Retailleau, c'est très intéressant, il fait partie des hommes politiques qui ne sont pas différents dans le public et dans le privé, ce qui n'est pas toujours il a misé là-dessus, il en a parlé hier. Il a ce côté-là. Après, vous savez, la boîte de Pandore est ouverte. Un mot, Loup, sur la forme qui dit aussi peut-être beaucoup. Bruno Retailleau, il a fait sa déclaration de candidature seul, à un pupitre, sans personne autour de lui. Alors certes, la présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple, mais est-ce qu'il a le parti derrière lui? Est-ce qu'il a les ténors de LR derrière lui? Et est-ce qu'il les avait, à minima, prévenus, d'après vos infos? Alors, déjà, quand il s'est présenté, il était seul face à la caméra, mais il y avait du monde autour de lui. Et oui, effectivement, il a quand même son clan. Il a le numéro 3 du parti, par exemple, Ketman Nasrou, qui aujourd'hui gère ce parti, des porte-parole, Agnès Evren, par exemple. Donc, il a François-Xavier Bellamy qui a tweeté dans la foulée. Il a des gens autour de lui. L'ennui, c'est qu'à l'Assemblée nationale, il n'a pas grand monde. Et à l'Assemblée nationale, c'est le terrain de qui? D'un certain Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui a quand même bien joué sur une chose quand il a perdu de façon écrasante au printemps dernier face à Bruno Retailleau. Il a demandé une sorte de vote de confiance aux députés juste avant que Bruno Retailleau vienne leur parler à l'issue de sa victoire, à main levée et à l'unanimité ou quasi-unanimité. Il a été reconduit et en fait il s'est recréé une légitimité de cette façon-là aussi. À lire, excellent papier dans Le Point de Nathalie Chuc à ce sujet. Donc, quoi qu'il en soit, non, il y a quand même des gens derrière. Mais là où je voulais rejoindre Arnaud, c'est sur la question aussi du défi de l'incarnation et de la suite. Hier, j'ai été frappée par une chose que disait Bruno Retailleau dans son interview à Darius Rochefort, parce qu'il y a d'abord eu donc cette déclaration face caméra, tout seul, etc. Et puis il y a eu cette partie-là qui était très intéressante. Il se coupe vraiment du bloc central, du RN. Il met de côté toute alliance possible dans le futur. Il dit qu'il y aura une majorité absolue à l'Assemblée nationale s'il gagne. Il se place vraiment dans une logique très RPR en époque Jacques Chirac, où on pensait que Édouard Balladur allait prendre le parti. Et en fait, non, le parti était derrière Jacques Chirac, a investi Jacques Chirac, a donné son assentiment à Jacques Chirac. Et donc, c'est Jacques Chirac qui est allé. L'ennui, c'est qu'à l'époque, le RPR, c'était un énorme parti, un parti qui avait une légitimité, un poids et qui permettait de donner le là. Aujourd'hui, quand vous regardez la multiplication des candidatures, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à part être une incarnation, le parti, il vous donne aucune légitimité. Donc, en l'occurrence, Bruno Retailleau, il peut avoir le parti derrière lui, mais il y aura sans doute besoin d'une primaire quand même. Pas pour pour choisir la personne dans le parti pour représenter le parti, pour représenter une sensibilité politique, voire 2 ou 3 sensibilités politiques si vous allez largement sur le bloc central. Et justement, on va voir ce que dit de cette multiplication des candidatures. Maude Bréjon, la porte-parole du gouvernement, membre de Renaissance, elle était ce matin sur TF1. Au sein de cet arc qui unit la droite et le centre, nous devons toutes et tous travailler à l'unité et les échappées solitaires ne mèneront qu'à des échecs collectifs. Et si on veut éviter un second tour entre Madame Le Pen ou Monsieur Bardella et probablement Monsieur Mélenchon, il va falloir que les candidats déclarés, putatifs, ils sont nombreux, se mettent dans une même pièce, se parlent, discutent de leur programme et de comment est-ce qu'ensemble ils peuvent créer une dynamique, un collectif et de l'unité. Et d'ici là, il y a 14 mois. On ne peut pas se permettre de mettre la France en pause en attendant l'élection présidentielle. Arnaud, est-ce qu'il pourra aller jusqu'au bout, Bruno Retailleau, ou est-ce qu'à un moment, il va devoir se mettre autour de la table avec Édouard Philippe, Gabriel Attal, peut-être Gérald Darmanin? Écoutez, seul l'avenir le dira. Moi, je ne lis pas dans les boules de cristal Mais est-ce qu'il aura d'autres choix politiquement? Est-ce que les LR, aujourd'hui, peuvent aller au bout et avoir un candidat étiqueté LR à la présidentielle? Ce qui est intéressant dans ce que dit Lou, c'est en fait, là, on voit bien quel est le référentiel de Bruno Retailleau. C'est en effet le référentiel de Jacques Chirac en 1994-1995. Sauf qu'il n'a pas
l'histoire de Jacques Chirac. Il n'a pas le parti qui était en effet le RPR de 1994 et 1995, quoiqu'il faut quand même se souvenir que Jacques Chirac était bien seul à un moment donné, puisqu'il avait la majorité du groupe parlementaire quasiment RPR qui était passé chez Édouard Balladur. Il faut s'en souvenir. Mais sauf que c'est un autre contexte, c'est une autre histoire. Ce sont d'autres personnalités, c'est d'autres trajectoires. Donc on ne peut pas véritablement, si vous voulez, coller 95 sur 2026 et 2027, ce que nous sommes en train de vivre. Juste, je voudrais revenir sur Wauquiez. Moi, je pense que quand même, la légitimité de Wauquiez vis-à-vis du groupe parlementaire, ça ne compte pas beaucoup. Parce que je pense que le groupe parlementaire LR est très abîmé après le vote du budget. C'est-à-dire que, si vous voulez, le dernier élément qui permettait pour LR, et là pour le coup Bruno Retailleau n'en est pas responsable, mais il en est une victime collatérale d'une certaine manière. Le dernier élément qui permettait pour LR de se différencier du Rassemblement national, c'était une forme de crédibilité sur les questions budgétaires ou les questions économiques. À partir du moment où le groupe LR n'a pas voulu à l'Assemblée nationale censurer un budget qui est quand même orthogonal de tout ce que pense en principe le référentiel LR, ben, il crée là aussi, j'allais dire, un effet d'éviction vers d'autres offres politiques. Alors Bruno Retailleau, il est aussi, j'allais dire, victime et otage de cette situation. Il est, si vous voulez, un personnage en quête, pas d'auteur, mais en quête de crédibilité dans un univers politique où l'ensemble, de toute façon, le vrai problème, j'écoutais Mme Bréjean, c'était très intéressant, mais enfin, regardons la réalité, vous avez quand même un baromètre qui est sorti en début de semaine, qui est le baromètre du Cevipof, qui mesure la confiance des Français dans leur classe politique. 22% des Français aujourd'hui ont confiance en leur classe politique, ce qui nous éloigne, mais ce qui nous met très loin derrière nos voisins allemands, italiens ou britanniques. C'est-à-dire que les offres de gouvernement, qu'elles s'appellent M. Attal, qu'elles s'appellent M. Philippe, ou qu'elles s'appellent malheureusement peut-être pour lui M. Retailleau, sont particulièrement aujourd'hui abîmées. Et le risque en effet d'un second tour entre un candidat du Rassemblement national et un candidat de LFI, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas tout à fait écarter aujourd'hui. C'est là où jouer la stratégie de la sincérité est plutôt bien jouée. Oui. Parce qu'en l'occurrence, c'est vrai que peu de gens dédaignent à Bruno Retailleau une sincérité qu'il porte en étendard. En l'occurrence, c'est pour revenir sur votre question de savoir s'il va aller jusqu'au bout. En tout cas, hier, tout en fermant la porte à la primaire et en expliquant en même temps que ce sont les adhérents qui choisiront le mode de scrutin. Une question leur sera posée à l'issue de la commission qui rendra ses travaux en mars. Commission où vous avez monsieur Gérard Larcher, président de cette belle institution où nous sommes aujourd'hui. En l'occurrence, une fois que ces travaux seront rendus et que les électeurs se prononceront, ils auront le choix entre deux choses. Est-ce qu'on choisit Bruno Retailleau tout de suite en tant que candidat à la présidentielle, ou est-ce qu'on considère qu'il n'a pas la légitimité, qu'il n'a pas réussi l'envergure et surtout qu'il n'a pas réussi à se convertir de ministre de l'Intérieur, parce que hier on a eu un revival du ministre de l'Intérieur finalement sur ce pupitre. Est-ce qu'on on choisit Bruno Retailleau, ou est-ce qu'on choisit de départager les candidats entre plusieurs personnes qui se présentent, et dans ce cas, jusqu'à quel point aussi? Est-ce qu'on va jusqu'au centre? Est-ce qu'on va jusqu'à Sarah Knafo? C'est quand même pas pareil, hein. Et en l'occurrence, quand j'entends le discours de Bruno Retailleau hier, qui est un discours qu'il a toujours tenu sur l'immigration, sur le référendum aussi sur l'immigration, article 11, etc., sur l'état de droit, mais il ferme quand même la porte au centre à ce moment-là. Il est très compliqué pour une bonne partie des centristes, même un Édouard Philippe, honnêtement, de se dire je peux faire cause commune avec un Bruno Retailleau. Et en même temps, bon... on verra aussi au dernier moment. En fait, j'arrive pas à savoir si Édouard Philippe et Bruno Retailleau pourraient, à un moment donné, comme ça existe dans l'air, comme idée, faire un ticket. Ça paraît quand même un peu hypothétique. Et s'ils ont des rapports réellement, même personnels, pas énormément. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui toque à la porte, Sarah Knafo, qui en plus a la porte ouverte par Laurent Wauquiez et David Lisnard. Il ne faut surtout pas en parler, c'est vraiment un danger, c'est considéré comme un danger. Donc Bruno Retailleau, à part fermer la porte à une primaire, il est un peu coincé.
Et vous parliez de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. C'est aussi l'angle d'attaque choisi par le Rassemblement national pour critiquer sa candidature, son bilan au ministère de l'Intérieur, son appartenance au gouvernement. On va écouter le porte-parole du RN qui était sur notre plateau il y a quelques minutes, Laurent Jacobelli. Il y a Bruno d'un côté, il y a Retailleau de l'autre. Moi, je rappelle qu'en tant que ministre, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, il est le ministre de l'Intérieur qui a laissé rentrer en France le plus de migrants légaux, le plus. Il est le ministre de l'Intérieur qui a raté sa négociation avec l'Algérie pour la reprise des OQTF français. Il est celui qui a vu les taux d'insécurité, notamment de crimes, augmenter, voire exploser. Et alors, évidemment, une fois qu'il n'est plus ministre, il fait le beau et il parade. Moi, vous savez, quand je vois un LR, j'écoute pas trop son discours, je regarde plutôt son bilan. Et en général, vous n'êtes pas... Mais si vous... C'est un atout ou c'est un boulet, l'année passée au ministère de l'Intérieur? Le problème, c'est que, si vous voulez, toute l'argumentation de Bruno Retailleau, c'était de rentrer au gouvernement pour être utile. C'est ce qu'il disait, pour pouvoir imprimer la marque, justement, des LR sur l'action publique, même s'il s'agissait de se différencier du président de la République et du macronisme. Malheureusement, c'est qu'il n'a pas eu, et c'était le sujet principal, c'est qu'il n'a vraisemblablement pas eu les moyens de sa politique. Et donc, n'ayant pas les moyens de sa politique, son résultat, son bilan apparaîtra décevant pour ceux qui étaient en demande de fermeté et d'autorité. On l'a bien vu, par exemple, sur le dossier algérien. Sur le dossier algérien, Bruno Retailleau a eu un discours, en effet, qui était un discours de très grande fermeté vis-à-vis du pouvoir algérien, notamment quand Boualem Sansal était... emprisonné, mais il n'a pas pu finalement prendre les mesures qui étaient les mesures que son discours incitait à prendre. Donc en effet, il se retrouve avec un bilan qui est contrasté, et bien sûr, vous voyez bien que le Rassemblement national, de ce point de vue-là, appuie un peu là où ça fait mal. En l'occurrence, pour moi, quand même, Bruno Retailleau, en fait, a fait une erreur. Cette dernière année, c'est de se présenter à la tête de LR. Les Républicains, c'est pas un parti qui a vraiment le vent en poupe. C'est plutôt un fil à la patte. Pendant les européennes, quand Bellamy, qui est son décalque et qui est un de ses amis d'ailleurs, se promenait sur les marchés, faisait campagne, ce qu'on entendait, c'était on vous aime bien, monsieur Bellamy, mais votre problème, c'est votre parti. Bruno Retailleau, c'est pareil. On lui dit son problème, c'est son parti. Et mais là, il aurait pu se présenter à la présidentielle hors LR ? Honnêtement, oui, parce que déjà, je pense qu'il n'aurait pas été à la tête de LR. Laurent Wauquiez, qui est quand même un très, assez dur dans les négociations, aurait peut-être permis à LR de rester au gouvernement au moment de Lecornu 1. Au moins, Bruno Retailleau ne se mettait pas à découvert, pouvait peut-être garder son portefeuille, parce qu'il avait quand même une bonne cote d'opinion. Et Laurent Wauquiez l'aurait laissé aller à la présidentielle si lui-même avait été président du LR? C'est comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bruno Retailleau, il essaie d'éviter la primaire, mais à la fin, ça peut faire comme... Honnêtement, je pense que ça va faire comme du Bertrand, 2021, il s'est présenté, et 6 mois plus tard, il a fallu qu'il se range à la primaire. Laurent Wauquiez, ça aurait pu être totalement la même chose, sachant qu'en plus, il n'y aurait pas eu de véritable campagne interne pour la présidence du parti. Un parti qui est quand même assez moribond. Laurent Wauquiez aurait eu aussi le bilan de ce budget, justement, qui a été voté à l'Assemblée nationale. LR a quand même accepté la suspension de la réforme des retraites. C'est pas peu de choses. Donc, en l'occurrence, je pense qu'au contraire, il avait de laisser la tambouille de parti à Laurent Wauquiez et d'éviter, en plus, de prendre des tirs de la part des cadres ou des élus locaux en pleine campagne municipale. Non, je pense qu'il se protégeait plutôt et surtout, il se laissait la possibilité d'avoir un vrai bilan à l'intérieur, parce que qu'il ait fait ou non des choses, le problème c'est qu'il est resté 12 mois. 12 mois, vous ne pouvez pas faire grand-chose. La réalité est celle-ci aujourd'hui. Vous avez en plus une administration extrêmement lourde, vous avez une instabilité politique chronique. Donc il aurait pu sincèrement en tirer plus de bénéfices qu'aujourd'hui. Merci à tous les deux. Merci Arnaud Benedetti, merci Lou Fritel d'avoir été avec nous, directeur de la nouvelle revue politique. Arnaud et Lou Fritel de Paris Match. On va terminer par l'histoire du jour. Est-ce que vous reconnaissez ce macaron rouge et bleu? Je ne sais pas si on va le voir. Il arrive, voilà. Alors, il est en un petit peu petit. C'est celui des relais routiers, 90 ans d'existence dans les années 60.
La France en comptait 3500, dont une centaine sur la célèbre Nationale 7. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 300. Fini les établissements qu'on trouvait tous les 10 ou 15 kilomètres et qui sont un lieu de convivialité pour les chauffeurs routiers. Mais voilà, la crise du Covid et les difficultés du pouvoir d'achat sont passées par là. Ils ont pris l'habitude de la gamelle. Ils ont vu qu'on pouvait économiser sur ce que leur donne leur patron pour manger. Ils ont du mal à revenir. C'est ce que confie la gérante d'un relais routier. Pourtant, les prix des menus n'excèdent pas 17,50 €. La marque cherche donc à se réinventer en misant notamment sur la convivialité et la nostalgie de cette enseigne emblématique. Merci à tous les deux. Beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve lundi.